Très bien. Eh bien, bonjour à toutes les parties de la salle. Ravi d'être ici. Je vous remercie pour votre invitation. On est d'accord que je dois continuer à parler avec ça, c'est ça? Je peux enlever le masque. Ok, super, c'est plus simple. On m'a demandé d'intervenir sur l'établissement de demain. Alors, juste pour me présenter, je suis Éric Frégona, le directeur adjoint de l'ADEPA. L'ADEPA, c'est l'Association des directeurs au service des personnes âgées. On représente 2000 directeurs et directrices sur l'ensemble du territoire national, des directeurs et des directrices d'établissements, comprendre par établissement EHPAD, EHPA, résidence autonomie, résidence service senior, et puis tout autant de directrices et de directeurs de services à domicile, SAD, SAD et SIAD. Voilà, donc la particularité de notre association, juste pour finir sur notre association, c'est que c'est une association de personnes physiques, non pas une association de gestionnaires, et qui représente donc des hommes et des femmes qui travaillent pour des organisations soit publiques, soit associatives, mutualistes ou privées commerciales. L'établissement de demain, pour nous, l'établissement de demain, c'est comment construire un domicile partout pour les personnes âgées. Les Français se sont exprimés très largement en disant, notamment via la consultation qu'avait lancée Agnès Buzyn, plus de 400 000 participants, 95% des Français veulent finir leur jour chez eux. Par contre, qu'est-ce qu'un domicile? Parce qu'on voit bien qu'eu égard à l'évolution des pathologies des personnes âgées, et puis de la volonté surtout de chacune de ces personnes, certaines ne veulent plus se sentir seules. Et on voit bien que pendant la crise de la Covid, on voit bien que ce qui a été mis en lumière dans les médias, c'est essentiellement le zoom sur les EHPAD. Pour autant, la solitude et le nombre de décès, dont on pourra refaire le calcul très rapidement, il y a eu tout autant de décès de personnes âgées dans les EHPAD que dans les domiciles individuels des personnes. On voit bien que la solitude a été d'autant plus prégnante chez les personnes âgées qui étaient seules à leur domicile parce qu'ils ne pouvaient plus avoir la visite de leur famille. Mais aujourd'hui, c'est comment on va réussir à faire que les établissements deviennent, de par leur architecture et de par leur fonctionnement, de véritables domiciles pour qu'enfin les personnes souhaitent aller dans ces établissements. Parce qu'on aura beau continuer à mettre plus de blouses blanches, excusez-moi parce que je sais qu'il y a des collègues médecins et infirmières coordinatrices dans la salle, mais les personnes n'auront pas l'envie d'aller dans ces établissements. On pourra continuer à se dire entre nous, professionnels, qu'on va avoir une meilleure organisation, qu'on va avoir une meilleure filière, qu'on va avoir beaucoup de choses agréables. Pour autant, les personnes âgées, et vous aujourd'hui qui êtes dans la salle, ne se projettent pas dans un modèle type EHPAD. Ça sera la dernière fois que j'emploierai ce mot parce qu'on tient à l'ADEPA à ne plus employer ce genre de termes qui sont absolument très technocratiques, je dirais, et très dévalorisants avec ce D de dépendant que vous n'entendrez jamais dans ma bouche. Concernant le nouveau modèle à définir, nous, ce que l'on pense, c'est qu'il faut non pas s'intéresser, alors il va falloir aussi s'y intéresser un peu à leurs besoins physiques, physiologiques et psychiques, c'est une évidence, mais c'est surtout s'intéresser aux attentes des personnes âgées que l'on accompagne au quotidien. Même lorsqu'elles sont en situation de grande fragilité, si on a le temps humain, et là on milite là-dessus à l'ADEPA depuis des années, si on augmentait le temps humain auprès des personnes âgées, qu'on prenait le temps de les écouter, je vous garantis qu'il y a la possibilité pour chacun de s'exprimer et d'avoir sa pleine citoyenneté, parce que le problème de ces établissements, le problème majeur de ces établissements, c'est que c'est une institution où des personnes restent longtemps vivre. Quand on dit la durée moyenne de séjour en établissement, c'est de 2 ans et demi, ça c'est une grande idée, c'est une moyenne. Il y a beaucoup de personnes âgées qui vivent 4, 5, 6, dans l'établissement dans lequel je travaille, il y a des gens qui sont là depuis 10 ans. Et donc ces personnes sont par contre dans un environnement qui n'est pas un véritable domicile, parce qu'il y a le poids de cette institution, il y a les blouses blanches, il y a les chariots, il y a le rythme de travail, les personnes doivent s'adapter au rythme des heures de repas, doivent s'adapter au rythme pour avoir la toilette. Et donc ça n'est plus possible. Et si on veut changer ce modèle, on doit déjà travailler, et c'est dur pour des professionnels de se poser des questions, surtout qu'on est dans un secteur, vous le savez bien, pleinement sous-doté.
Mais pour autant, on doit absolument s'intéresser à ce que veulent les Français. Et ce que veulent les Français, l'approche et les attentes, nous, on l'a travaillé avec un programme qui s'appelle Citoyennage. Ça fait 20 ans qu'on a créé ce programme. Citoyennage, c'est aujourd'hui développé dans 8 régions. Et donc, le programme se déroule en 4 étapes, très rapidement, si vous pourrez aller sur le site si cela vous intéresse. Il y a une première journée où plusieurs établissements d'un même territoire se rencontrent. Ils définissent un thème entre eux. Ensuite, alors on essaye d'intégrer des personnes qui viennent de leur domicile individuel, mais c'est plus compliqué. Ensuite, chacun repart dans sa structure, travaille tout au long de l'année entre eux via des ateliers nourris sur la problématique définie au préalable. Et ensuite, ils ont un séminaire où, à l'issue de ce séminaire, la 4e étape, c'est qu'ils ressortent une contribution écrite. Ce sont uniquement des psychologues et des animateurs qui suivent ces groupes. On aimerait à terme que ce soit des GEM, comme dans le secteur du handicap, qui suivent ces groupes. Et vous savez, il y a des personnes qui étaient en situation de très grande fragilité et qui ont ressorti pour leur quotidien des pistes que les directeurs n'avaient pas pensées. Je vous donne un exemple. Dernièrement, c'était pourquoi on n'accueille pas les nouveaux arrivants, pourquoi ce ne sont pas nous qui faisons les visites, pourquoi on est accueilli par une infirmière, un médecin et puis une aide-soignante qui nous fait la visite. Pourquoi on ne peut pas accueillir les nouvelles personnes arrivantes. Donc il y a eu une organisation de travail avec la structure dans laquelle je travaille et on a mis en place ce système, un système auquel on n'avait jamais pensé. Donc on croit vraiment qu'avec ce type de programme, type citoyennage, on peut réussir, et en considérant que n'importe qui est en capacité de s'exprimer, même avec beaucoup de pathologies, ça demande du temps, certes, mais en tout cas, c'est à partir de cela qu'on peut définir un nouveau modèle. Le deuxième point, c'est prendre, si vous voulez changer le modèle de votre structure, c'est prendre un virage, mais un virage vraiment à 180 degrés. Et ça peut l'être qu'avec l'accord d'une politique interne de votre structure, ça c'est indéniable, et puis vous intéresser aux besoins du territoire. Ce que l'on pense à l'ADEPA, alors ça n'engendre que nous, mais c'est amené avec la réflexion qu'on a eue avec Citoyennage, c'est qu'on pense que sur le territoire français, peu ou prou, il devrait avoir 25% des structures qui restent des structures médicalisées, avec effectivement, pourquoi pas, des pôles techniques très importants, des centres d'expertise gérontologique, pour que, après, ce qu'ils appellent vulgairement l'EHPAD de demain, très mal nommé d'ailleurs, personne ne veut aller en EHPAD, l'EHPAD de demain, l'EHPAD à domicile, personne ne veut aller en EHPAD, mais par contre, on va vous amener un EHPAD à domicile, ce qui est assez cocasse dans l'appellation. Mais du coup, voilà, on pense que 25% peut-être de personnes veulent se sentir sécurisées, ont besoin effectivement d'avoir une équipe médicale importante et qu'au sein d'un territoire, l'établissement peut être centre d'expertise, notamment je pense aux aides-mémoires ou autres, pour des personnes qui sont sur le territoire, et avoir de véritables médecins spécialistes en gérontologie, ce qui manque cruellement, et on a besoin de ça sur les territoires. Mais on pense que ça doit représenter 25%, en étant bien identifié sur les territoires. On pense que 75% des établissements doivent se transformer en de véritables domiciles. Et alors, on voit que ce qui a fonctionné, alors aujourd'hui ça fonctionne essentiellement dans le système commercial, mais généralement les commerciaux, ils font une analyse des besoins, des attentes des personnes, et on voit que les résidences-services seniors, ça plaît. On voit que les personnes se sentent libres, ils ont des 30 à 40 mètres carrés, donc on pense que ça c'est une taille correcte, notamment quand on voit que des personnes peuvent être en temps d'épidémie confinées dans leur logement à 18 mètres carrés, c'est inacceptable. Donc effectivement, on pense que ce modèle répond à des attentes au niveau architectural et au niveau de la liberté. Déjà, il signe un contrat de bail comme tout à chacun lorsqu'il loue un logement. Ensuite, il y a un contrat de service qui peut évoluer avec différents packs, et on choisit, si on n'a pas envie d'aller manger tous les soirs
dans le restaurant de la structure, eh bien, on ne va pas manger le soir dans le restaurant de la structure. Et si on a la possibilité de pouvoir faire autrement, on fait autrement, mais on ne paye pas pour ça. Et donc, on considère qu'il faut vraiment réussir à faire d'un certain nombre de ces établissements, alors ça va faire peur à tout le monde, mais qu'on sorte de l'autorisation de 2002 pour ce qui concerne l'établissement. Par contre, qu'on maintienne sur des services à domicile la possibilité d'avoir ces autorisations de services à domicile et de SIAD pour intervenir dans le logement de chaque personne âgée à l'heure qu'il l'a décidé et qu'il a travaillé dans son plan d'aide. Ça, c'est ce que l'on souhaite. Alors évidemment, ça, c'est une projection à long terme. On essaye de faire passer dans le cadre de la loi à venir un droit d'option, parce qu'il faut que ça soit à l'initiative des structures, des directeurs et de leurs équipes. C'est vraiment une révolution, hein. Mais on pense que ça doit passer par là, si on veut répondre à des attentes, parce qu'on aura beau saupoudrer, mettre des infirmières de nuit, un petit peu, mettre quelque chose comme ça, on ne répondra pas fondamentalement à l'attente des personnes âgées dans notre pays. Et puis, dernier point, si vous voulez changer votre établissement, il faut convaincre les institutions. Et convaincre les institutions, pour nous, ça passe par leur inculquer un nouveau mode de langage. Arrêtons collectivement, je dirais, lors des réunions, de rester dans des dialogues de CEPOM, PRD, RRD, et pas d'or les murs, SIAD, SAD. Vous voyez qu'on ne parle, alors déjà on ne parle que dans un jargon où on est content avec l'institution d'avoir ce type de jargon, mais ça nous bloque dans notre réflexion et dans l'avancée des choses. Moi je vois, j'ai conclu plusieurs CEPOM à l'époque des conventions tripartites. Bon, eh ben, je ne suis pas certain qu'il y ait eu beaucoup de choses qui aient permis d'améliorer au quotidien la vie des personnes âgées que j'accompagnais au quotidien. Et ça, c'est problématique. Donc on doit travailler sur notre langage. Le terme de dépendant, il faut reprendre les administrations quand on emploie le terme de dépendant. Je pense aux administrations, mais je pense également aux politiques que vous avez l'occasion de rencontrer, ou même dans même au quotidien, les gens que vous rencontrez. Une personne âgée ne peut pas être réduite à une personne dépendante. On est tous dépendants l'un de l'autre. Vous êtes dépendant de moi aujourd'hui parce qu'à ce moment-là, sinon, vous n'auriez rien à faire. Et puis inversement, moi, je suis dépendant de vous parce que je suis tout à fait intéressé à ce que vous écoutiez mon discours. Mais une personne âgée ou une personne Alzheimer, on ne dit pas une personne cancer. Excusez-moi de vous... Une personne âgée, elle doit se prendre dans sa complexité. Arrêtons d'ailleurs de dire la personne âgée, comme s'il y avait une personne âgée et que c'était un modèle type. Il existe différents types de personnes âgées avec différentes aspirations. Et puis toujours s'intéresser, quand vous négociez quelque chose avec l'administration, à savoir si la personne âgée, vous voyez la faute que j'ai faite, les personnes âgées que vous accompagnez au quotidien, savoir si véritablement elles peuvent, avec le dispositif que vous mettez en place, avoir véritablement, dans la journée, lorsqu'une personne se réveille, avoir, comme vous et moi, un but dans la journée. C'est-à-dire faire autre chose que se lever, manger, se laver et aller se recoucher. Parce que, comme vous et moi, lorsqu'on a fait ça dans une journée, on n'a absolument rien fait. Et on voit que le système aujourd'hui est très limité, puisque l'APA, finalement, ouvertement, ne finance que ça. Donc nous, évidemment, on milite pour obtenir quelque chose qui se rapproche de ce qui est fait dans le secteur du handicap, avec la PCH. Et ce serait tout à fait normal que ce soit décliné sur le secteur des personnes âgées. Donc, si je devais conclure, je pense que je suis à peu près dans le temps imparti. On est bien, on a encore 5-10 minutes. Ah, mais écoutez, très bien. Je finissais avec quelques conseils généraux par rapport à mes propos. Partir des aspirations des personnes. Sortir des carcans. Mais vraiment, et vous allez voir que c'est quand même
compliqué, parce qu'à chaque fois on dit « oui, mais je suis dans une enveloppe fermée ». J'ai travaillé pour l'administration, hein, donc je ne leur jette pas la pierre, c'est le système global qui est à revoir. Hein. Mais sortir de... en tant que directeur, hein, moi j'ai cru pendant longtemps que mon travail était finalement décomposé à 50-60% de bien gérer mon budget, de bien gérer les ressources humaines, avoir quelqu'un le matin, etc., d'avoir un bon réseau avec les administrations et autres. Puis finalement, je me suis rendu compte que je passais à côté de quelque chose, c'est-à-dire tout l'humain et tout ce qui fait véritablement la force de notre travail. Et donc tout le rapport et tout le lien qu'on doit avoir avec les personnes âgées, et puis les professionnels. Les professionnels aujourd'hui, moi je vous donne un élément de contexte, mais vous devez le ressentir sans doute également. Après la Covid, après la canicule, il y a beaucoup de professionnels qui ont du mal à retrouver le chemin des établissements et des services à domicile. Hein. Et ce taux d'absentéisme n'est pas lié à un manque de volonté et d'engouement des personnes qui l'ont montré pendant la crise, hein, d'ailleurs. C'est que là, on ne voit plus le bout du tunnel, on va être clair. On arrive à une limite, hein, je vous le dis très clairement. On avait des échanges entre collègues pas plus tard que la semaine dernière, où une collègue nous annonçait son départ. Hein. Donc, je viens vous dire qu'effectivement, une des solutions, une des possibilités pour sortir de cela, c'est dire non à certaines choses. C'est dire non à remplissage d'enquête sur remplissage d'enquête. C'est faire des choses qui finalement n'ont plus de sens. Donc on a décidé de tous communiquer, en tout cas au conseil d'administration de l'ADEPA, auprès de tous les collègues, de dire concentrez-vous sur le principal, l'humain. Qu'est-ce que je peux faire pour les personnes âgées là ? Qu'est-ce que je peux faire pour mes professionnels, pour leur redonner un petit peu d'espoir et leur dire qu'il y a une petite lumière au bout du tunnel. Excusez-moi de faire cette petite parenthèse, j'étais contraint de le faire. Donc après, je vous l'ai dit, abandonner le jargon et puis convaincre par le vocabulaire. Voilà. Merci beaucoup. Alors, du coup, c'est un peu compliqué peut-être pour interagir avec ces micros. Alors, le fonctionnement et les personnes qui souhaitent poser des questions se déplacent vers les micros. D'accord. Donc, en attendant que une personne veuille bien se déplacer, s'il y a des questions, Géraldine Roy. Oui, moi, c'est pas forcément une question, c'est peut-être plus une réaction, puisque je pense que ce que vous nous avez tenu comme propos n'est pas forcément habituel. Évidemment, on ne peut que partager le fait qu'il y a besoin de davantage de moyens et que si on avait les moyens du handicap au sein des EHPAD, l'accompagnement serait très différent. Moi, juste, ce qui me gêne, c'est que je perçois, en tout cas, je vis et j'ai accueilli votre vision, puisque finalement, vous nous avez partagé une vision, un peu dans la tendance actuelle que je perçois comme du EHPAD bashing, c'est-à-dire, moi, personnellement, vous avez dit vous voulez tous rester à la maison. Moi, en fait, je me projette vieille dans un EHPAD. Ma mère, elle a été infirmière dans un EHPAD. Mes parents, ils envisagent d'aller dans un EHPAD. Et je pense que c'est pas vrai. On n'a pas tous la peur de l'EHPAD. Ceux qui le connaissent en ont moins peur. Et lorsqu'on dit 95% des Français veulent finir à domicile, c'est un peu comme si vous demandiez est-ce que vous voulez finir dépendant ? Ils disent tous non. Pour moi, la question, elle est biaisée. C'est-à-dire, si on dit, voilà, dans le contexte où vous n'avez plus la capacité de faire par vous-même ça, est-ce que vous préférez être seul chez vous ou dans une institution ? Et je pense que le taux de réponse ne serait pas le même. Et voilà, pour compléter, lorsqu'on interroge les aidants sur leur perception de l'EHPAD positive ou pas positive, c'est quand même assez impressionnant comme les aidants ont une perception positive des EHPAD comparée au reste de la population. Comme quoi, quand on y est confronté, on voit bien ce que l'institution apporte. Donc voilà, c'était juste pour dire, je partage la nécessité de faire évoluer et d'améliorer le système, et je pense qu'on a tous à être acteurs. Mais voilà, ma réserve, elle est sur ce sentiment qu'une fois de plus, c'est l'EHPAD qui ne fait pas bien son job, et je trouve ça assez désagréable. Mais bon, parce que sans doute, je suis trop sensible sur la question. Merci. Pour agir.
Écoutez, merci en tout cas de votre réaction. Ce que je vous dirais, c'est que tout est la question entre la liberté et la sécurité. Nous, ce qu'on a constaté et ce qu'on constate au quotidien, vous devez quand même le voir dans vos structures, c'est que finalement, on est souvent pour soi-même plus attaché à la liberté qu'à la sécurité. Et pour ceux qu'on aime, on est plus attaché à la sécurité qu'à la liberté. Je vous donnerai un simple exemple. Moi, j'adore faire du ski hors-piste. J'aime pas quand mes enfants font du ski hors-piste. Donc les aidants, moi je comprends. Moi, vis-à-vis de ma mère, j'ai une réaction, et de ma grand-mère, qui est encore vivante, j'ai une réaction bien plus de protection que quand ma grand-mère va aller pendant le Covid sur le marché. Bon, j'étais moyen content. Donc, il y a cet aspect-là. Après, vous faites aussi peut-être partie. Moi, je pense que je peux faire partie aussi de ce groupe-là, de me dire qu'à partir d'un certain âge, je préférerais vivre avec d'autres gens qui vivent les mêmes choses, les mêmes réalités que moi, donc du même âge, que d'être isolé chez moi. Ça, c'est à titre personnel. Ma mère, par exemple, c'est pas du tout le cas, parce qu'elle a un caractère de rester plus chez elle. C'est pour ça que, alors mes propos n'étaient absolument pas sous le volet de l'EHPAD bashing. Après, je vous dirais que je ne crois pas à ce terme d'EHPAD bashing. C'est un terme qui fait que finalement, on arrive à quelque chose où on se dit, c'est les médias. À la DEPA, on passe souvent dans les médias. Mais les médias, en fait, finalement, ils ne disent que s'il y avait des choses formidables qui se passaient dans le secteur, ils font des reportages sur des établissements qui vont très bien. Dans l'établissement dans lequel je vais, ils nous demandent souvent des reportages et ils essaient d'avoir des trucs où c'est bien. Mais finalement, il ressort quand même, en tout cas, de ce qu'a travaillé Agnès Buzyn. Alors, elle s'est arrêtée là. D'ailleurs, je pourrais revenir là-dessus, sur le fait qu'on a eu beaucoup d'annonces et que finalement, très peu de choses concrètes. Mais quand même, je pense, en tout cas ce que disent Citoyennage aussi, c'est qu'avant tout, ils ont envie d'être libres dans leur structure, et que le poids de l'institution, je ne remets pas du tout en cause les gens qui y travaillent, et je mets en cause le modèle de l'établissement. Et vous savez, oui, il y a certains vents contraires qui veulent que ce soit tout comme des USLD, et puis après on va refaire une partition comme à l'époque, et on va redevenir... Et il y en a certains qui veulent que ce soit des petits hôpitaux. Mais aujourd'hui, on accompagne en établissement 700 000 personnes, et moi je ne suis pas certain qu'en France, et je suis même certain du contraire, qu'il n'y a pas 700 000 personnes âgées en France aujourd'hui qui veulent vivre dans un hôpital pendant 5 à 10 ans. Alors, dernière question. Je voulais juste intervenir. Par contre, dans votre intervention, il y a quelque chose de très intéressant au début. Vous avez dit le succès qu'on a aujourd'hui des résidences seniors. Je partage, moi je suis médecin de ville aussi, je partage cet aspect de... Là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, c'est pas du tout la même population. Je suis médecin coordinateur d'EHPAD, j'ai pas du tout la même population dans un EHPAD que dans une résidence senior. Et vous faites 75-25. Je trouve ce pourcentage, je ne sais pas ce qu'en pensent mes confrères, mais je trouve ce pourcentage quand même un petit peu faussé. Moi, je dirais, à la rigueur, 25% n'ont rien à faire à la rigueur de mon EHPAD, mais j'en ai 75%, je ne pense pas qu'ils puissent bénéficier d'une résidence senior. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes âgées sont attirées par les résidences seniors. Il y a un autre problème que vous ne soulevez pas, c'est le coût. Oui. Parce que les résidences seniors sont très belles, mais elles sont très chères. C'est souvent très, très cher. C'est juste ça que je voulais dire. C'est sur les pourcentages de gens qui... Enfin, merci, monsieur. J'ai bien dit qu'évidemment, à la différence des résidences seniors, vous garderez une autorisation de SIAD et de SAD. Ce qui signifie qu'au final, on délivre la même prestation. Ça, c'est le point, parce que les résidences seniors ont soit pas d'autorisation, soit uniquement une autorisation de SAD. Deuxième point, sur les résidences services seniors. Alors là, je remets ma casquette techno. Mais aujourd'hui,
les gens qui viennent en résidence service senior aimeraient bien finir leur jour. Elles sont récentes. Moi, je fais le pari que dans 15 ans, on a une population qui va glisser sous le modèle des établissements. Chose que ne peut pas faire les résidences autonomie. Les résidences autonomie, alors, excusez-moi, pour ceux qui travaillent en résidence autonomie, je crois que c'est le pire des modèles. Ils n'ont pas de financement et ils ont toutes les contraintes de la loi de 2002. Et donc, aucune marge de manœuvre pour rénover les structures. Donc, moi, je serais totalement sorti et je me serais mis en concurrence avec les résidences service senior. Et donc, du coup, là, on aurait pu travailler sur le coût, sur le prix. Et nous, ce qu'on pense à l'ADEPA, c'est qu'aujourd'hui, on dit, mais c'est trop cher, un établissement, 2000 €, etc. On a fait le pari, on a fait les calculs, on a travaillé là-dessus. On est certain qu'avec le modèle qu'on propose, on diminuera les coûts de l'ordre de 20 à 30%. Anne, vas-y. Ouais. Donc moi j'ai un petit peu tiqué quand on parlait un petit peu de voilà, faut plus entendre parler du mot EHPAD, etc. Par contre, j'ai beaucoup apprécié le moment où vous avez dit voilà. Moi, avant, j'étais directeur, j'adorais gérer mon budget, etc. Et maintenant, en fait, je me pose sur l'humain. Et donc ça, c'est vraiment bien parce que si vous faites votre petite révolution au niveau directeur, je pense que ça va bouger. Après, par rapport à la liberté, en fait, là, on est encore sur des populations, on va dire 1930-1940, qui sont quand même des populations assez soumises, qui ont été quand même, qui ont vécu les guerres, qui obéissaient aux parents, enfin, dans une certaine structure de civilisation, en fait. Et pensez-vous pas que vous allez pouvoir être en fait porté par les personnes elles-mêmes, parce que là on va arriver dans une autre dimension, c'est-à-dire c'est les 68ards qui vont arriver, c'est les générations là qui sont nées juste après la guerre, et eux si vous leur demandez de se faire laver une fois par semaine, enfin là je fais exprès de provoquer, ça va pas le faire, hein. Eux ça va être 2 douches par jour, ça va être je fais ce que je veux quand je veux, je fume, je prends du cannabis, enfin, et je veux continuer. Et est-ce que vous ne pensez pas que justement, en fait, la société elle-même et les personnes, enfin, je ne veux pas dire les personnes âgées, mais elles vont en fin de compte elles-mêmes porter leur mutation? Parce que je pense que là, il va se passer quelque chose. Enfin, moi, je vois au niveau de mon propre père, ça le gave complètement d'entendre que, soi-disant, il faudrait qu'il soit en retrait pour le Covid, etc., etc. Il dit on est assez grand quand même pour comprendre les mesures barrières, etc. On n'est pas des idiots, mais je pense que même quand ils auront des troubles cognitifs, ça va être dans le même mode. Et donc peut-être pourrez-vous être aidé à ce moment-là par la propre société qui sera peut-être pas dans la rue, mais presque, à dire voilà, nous on veut de la liberté, et que de ce fait, ça va muter en fait, par principe, quoi. Voilà, c'est ce que je voulais vous poser comme question. Vous m'avez donné beaucoup d'espoir. Et nous, ça va être encore pire, je pense.